Ouais. Donc indication, scanner, on a quand même bien fait. Donc faut savoir choisir les examens appropriés. Les zones grises, c'est les mêmes qu'en écho. Tout ce que vous a dit Stéphane est vrai en IRM. L'IRM, c'est en deuxième ligne après l'écho, on va dire. Et puis le coroscanner, moi je le mettrais plutôt en deuxième ligne après un test d'ischémie. Rarement de manière en première intention. Mais bon, moi c'est aussi, j'ai le vélo de test d'effort dans la salle de consulte, donc c'est vrai que je me pose rarement la question de la disponibilité. L'avantage de l'IRM, c'est qu'on voit bien, on voit mieux certaines zones qu'on ne voit pas bien à l'écho, et on peut faire de la caractérisation tissulaire, même si le but c'était pas forcément d'être trop polémique, mais des fois c'est quand même compliqué d'interpréter correctement une IRM, et quand on la fait circuler avec différentes personnes qui les interprètent, des fois on a des petits avis contradictoires, mais c'est exactement la même chose pour une écho, hein. On n'a pas forcément tous la même vision des mêmes images. Donc ça reste quand même un examen qui est très intéressant. Après, tout ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, c'est le problème du coût, mais surtout le problème de la disponibilité. Et ce qu'on a aussi dit, est-ce qu'on signe en attendant l'IRM, est-ce qu'on contre-indique en attendant? Je pense que quand on a déjà fait beaucoup d'examens, parfois on peut être un peu plus cool tout en continuant à aller plus loin. L'inconvénient, c'est qu'on n'a pas d'études sur des grandes cohortes, donc on est parfois confronté à des choses qu'on ne sait pas très bien. Et puis voilà, c'est tout aussi opérateur dépendant. Alors quand est-ce qu'on fait une IRM? Je vous ai mis des trucs un peu standards, hein. Si on a un ECG pas normal, comme nous l'a montré Jean-Michel, parfois une écho normale ne suffit pas. Donc ça, c'était un cas, tout ce qu'on vous a déjà mis tout à l'heure, hein, des troubles de repolarisation en latéral qui ne sont pas normaux. Donc l'écho, on va passer vite, même l'écho d'effort n'avait rien montré de particulier. Et sur l'IRM, si j'arrive à passer, on retrouvait de la fibrose, du rehaussement tardif sous-épicardique assez étendu qui expliquait les anomalies de l'électrocardiogramme. En cas d'échographie anormale, on peut aussi compléter, hein, pas forcément pour abus de diagnostic, hein, mais ce patient avec cette cardiopathie hypertrophique, je veux dire, l'écho suffit, hein, on n'a pas besoin d'une IRM pour faire le diagnostic. Mais on parlera de ça aussi au cours du congrès. La présence d'un rehaussement tardif dans cette cardiopathie hypertrophique, ça aide quand même un peu à stratifier le risque, aller un petit peu loin dans cette stratification. Donc ça peut être intéressant de la faire. Pour ce qui est de la présence du rehaussement tardif chez l'athlète, c'est un peu le problème, c'est que des fois on en trouve alors que c'est discutable. Surtout en cette période de Covid où on a fait beaucoup d'IRM, trouver des petits points blancs, des fois, voilà, on peut être un peu dans l'excès de diagnostic. Mais dans tous les cas, c'est un argument supplémentaire pour le diagnostic quand on a une épaisseur pariétale un peu borderline. Hein, s'il est un peu épais et qu'en plus on est sûr qu'il y a de la fibrose, on est quand même plus facilement orienté vers un diagnostic de cardiomyopathie hypertrophique que vers un remodelage physiologique. Et puis, alors c'est compliqué parce que les scores de risque ne l'intègrent pas, mais il y a de plus en plus de publications qui disent que quand même il y a un intérêt de prendre en compte cette présence de rehaussement tardif dans la stratification du risque. Et puis il y a même des publications, je vous montrerai ça demain, qui montrent dans les cardiomyopathies que maintenant on le prend en compte aussi pour la pratique sportive. Je vous l'ai mis là. Hein, c'est dans les outils pour guider la pratique sportive en cas de CMH. Donc ça, c'est l'équipe de Sharma et puis avec Dresner qui ont dit, bon ok, s'il n'y a pas de rehaussement tardif et tout est plutôt rassurant, c'est un peu mieux que s'il y en a. Hein. Évidemment, on ne va pas juste prendre en compte ce paramètre, il y a plein d'autres choses à regarder, mais ça fait quand même partie des outils de stratification du risque. Donc je vais un peu vite, hein, puisque il me reste pas, j'ai pas beaucoup de temps disponible. Mais voilà, outils pour prédire peut-être, pour donner des valeurs pronostiques, oui, et puis sans doute aussi pour guider la stratégie.
Maintenant qu'on fait beaucoup de génétique, on peut aussi être confronté à des patients qui ont juste un génotype positif et au début qui n'ont pas vraiment un phénotype très clair. Et là aussi, ça peut être intéressant d'aller un peu plus loin, que juste l'écho et de proposer assez facilement une IRM. Dans le cadre des arythmies ventriculaires, je vous ai mis qu'elles soient symptomatiques ou dépistées sur un électro ou sur un test d'effort un peu systématique. Ça peut aussi être intéressant. Donc là, je vous avais mis un cycliste qui avait eu une sensation de jambe coupée au cours d'une compétition, avec une fréquence cardiaque qui était restée de manière prolongée à 160 quelques minutes après l'effort. Et donc, on avait eu la chance de démasquer sur le premier test d'effort après les symptômes cette belle arythmie ventriculaire et une écho qui était, je ne sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi j'en avais pas fait grand chose, j'avais dit l'écho a été faite avant le test d'effort, écho avec un VG trabéculé, un peu dilaté mais pas franchement disharmonieux, et puis on avait complété par une IRM myocardique pour avoir un peu plus de certitude. Et là encore, qu'est-ce qu'on avait ? On avait un ratio ventricule droit, ventricule gauche qui était plus important, une plus grosse dilatation du ventricule droit que du ventricule gauche, avec, je vous ai mis la conclusion du radiologue qui était volontairement un peu évasif pour nous laisser un peu toute latitude pour discuter de la suite, mais il disait quand même que c'était bien dilaté, sans autres critères importants pour une DAVD. Donc la solution avait été surtout donnée par l'interrogatoire a posteriori, qui avait été fait a priori aussi, mais a posteriori, il avait quand même dit qu'il y avait des antécédents de dysplasie rythmogène du ventricule droit dans la famille qui avait aidé à poser le diagnostic. Ça, on avait fait ça de manière modifiée, mais ça sort d'un papier de Corrado sur qu'est-ce qu'il faut faire devant une extrasystolie ventriculaire chez l'athlète. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a des algorithmes qui vont assez loin dans les examens. Donc évidemment interrogatoire, évidemment examen clinique, évidemment épreuve d'effort, évidemment écho si les arythmies nous inquiètent, Holter ECG. Si tout est normal, il faut quand même parfois aller un peu plus loin dans les cas d'extrasystole franchement atypiques. Donc je ne vous ai pas montré de tracer là volontairement faute de temps, mais parfois ça peut être recommandé. Alors, il faut y aller avec parcimonie, il ne faut pas demander une IRM pour toutes les extrasystoles chez nos sportifs, parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Il faut regarder un petit peu l'ensemble des caractéristiques du patient, et je pense qu'on ira quand même aussi plus loin chez un jeune de 20 ans qui est cycliste professionnel que chez quelqu'un de plus âgé, 65 ans, c'est quand même rare de ne pas avoir une extrasystole sur le test d'effort, et il ne faut peut-être pas aller trop loin. Je ne vais pas trop retourner vers le scanner, puisque Nima nous a vraiment beaucoup fait de choses. J'avais juste mis une petite image, comme ça on dit tous à peu près la même chose. Il faut les regarder, les coronaires. Et dans ce cas-là, on avait vu une belle anomalie de naissance des coronaires chez ce footballeur professionnel et qui avait été confirmée par le scanner. On voyait bien cette anomalie. On a forcément envie d'aller au scanner, on ne va pas se contenter de l'échographie. Et évidemment, on ne va pas faire un scanner systématique à la recherche d'une une anomalie de naissance des coronaires qu'on va trouver de manière fortuite. Donc ça, c'était après correction chirurgicale. Et puis, voilà tout ce qu'on a dit sur le test d'effort positif, qu'on peut être amené à faire des imageries des coronaires en fonction de la probabilité. On ira plutôt au coroscanner ou à la coronarographie. Vous verrez un peu en fonction de la probabilité. Moi, je fais plutôt le scoroscanner quand j'y crois pas complètement et le scanner quand je me dis que c'est sûr qu'ils vont trouver quelque chose. Ça permettra de dilater dans le même temps. Si en plus on a de l'imagerie à l'effort qui est localisatrice, c'est encore mieux pour le coronarographiste de savoir ce qu'il doit faire. Et donc pour la place du score calcique, je ne vais pas trop polémiquer. Et je dis juste qu'on manque quand même encore un peu de données longitudinales
Ça, c'est un papier dans Circulation. Et que quand même, l'interrogatoire, hein, je vous fais le scanner et les examens de troisième ligne, mais un bon interrogatoire et un bon bilan lipidique, c'est pas mal aussi pour avancer chez votre patient. Pour ce qui est de la bicuspidie, de la dilatation aortique, là encore, Stéphane vous a bien dit qu'il fallait bien mesurer tout ça. Et puis voilà, quand on a une aorte dilatée, on a quand même envie d'aller documenter par un scanner. Alors après, ça dépend du centre, hein, IRM, scanner, ça dépendra. Évidemment, c'est un peu plus irradiant le scanner, mais c'est un peu... Enfin, nous, on a localement plus souvent recours au scanner. Voilà, donc un petit algorithme qui reprend tout ce qu'on peut proposer. Antécédents familiaux et personnels, je pense que ça c'est capital, ça c'est vraiment une étape qu'on ne peut pas sauter. Idem pour les symptômes, l'examen clinique et le CG. Et puis parfois on fera une écho, pas souvent, de temps en temps seulement. Un test d'effort, là encore, que de temps en temps. Et rarement, surtout nos cohortes, on fera des examens complémentaires, IRM, scanner ou choro. Et puis parfois, on ne sait toujours pas quoi dire. Et c'est comme sur les ECG bizarres qu'on vous a montré. Par acquis de conscience, on préfère surveiller. Ce n'est pas pour ça qu'on va les restreindre. Mais l'évolution, des fois, nous donne aussi des informations, soit dans le bon sens parce que ça se normalise, soit dans le mauvais sens parce qu'il se passe quelque chose ou que ça évolue. Voilà, donc 3 petits quiz. Je ne sais pas si on les fait, mais ils sont simples. Le scanner coronaire est indiqué dans la stratification du risque de tout marathonien de plus de 50 ans. Et le premier examen réalisé en cas de douleur thoracique d'un sujet de 20 ans, aucune réponse n'est exacte. L'IRM myocardique est toujours supérieur à l'échographie dans le diagnostic de cardiomyopathie chez l'athlète. Toujours ? Voilà, donc c'est pour ça. Non, c'était pour dire que l'écho, c'est quand même pas mal. Ça donne aussi des éléments sur la diastole, sur les valves, parce que bon, oui, on peut les voir à l'IRM, mais bon, on peut aussi avoir des bonnes informations à l'écho. C'est plus simple de faire l'effort en écho qu'en IRM, donc il ne faut pas jeter l'écho. L'IRM myocardique ne sert à rien si l'échographie est normale. Voilà, donc j'aurais dit C, quoi. Voilà, donc on va devoir s'arrêter puisqu'on reprend à 13h30, donc le temps de déjeuner et d'attaquer le vif du sujet à 13h30. Donc merci beaucoup encore d'être venu.